Il fallait moderniser le rapport entre la société et l'Église, c'était clair. Mais au lieu d'une modernisation, ça a été fait comme une espèce d'éradication. Alors bonjour et bienvenue à ce balado pour une guérison de la mémoire. Je suis en compagnie du Père Martin Lagacé de la communauté de l'Emmanuel. Bonjour Père Martin. Bonjour Amélie. Alors, dans un premier temps, on s'était dit dans le premier épisode comment vous étiez venu à cette réflexion sur la guérison de la mémoire. Pouvez-vous nous rappeler un petit peu le plan de nos rencontres et aujourd'hui le sujet qu'on va aborder? C'est ça, donc dans nos 3 épisodes, voilà, le premier, on l'a consacré un petit peu à essayer de faire un grand panorama historique pour savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de guérison de la mémoire au Québec. Et puis, je parlais de mon expérience personnelle quand je me suis converti à l'âge de 24 ans. Bien, j'ai vu qu'il y avait des grosses blessures dans mon passé, dans ma famille, etc. Puis, j'ai senti que l'amour de Dieu pouvait cicatriser ça et du coup, changer complètement mon rapport au passé, me réenraciner dans mon histoire personnelle et être libre pour avancer vers un bel avenir. Puis, j'ai un petit peu transposé ça au niveau de notre société, c'est dire, mais est-ce que c'est possible aussi pour un peuple voilà, de se réconcilier au fond, de reprendre contact avec ses racines? Puis le prophète Ézéchiel dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Alors, il dit ça à tout le peuple, donc c'est possible qu'un peuple reçoive un cœur nouveau, un esprit nouveau, et puis il dit, je vous ramènerai sur votre terre. Donc, c'est une manière symbolique de dire, je vous ramènerai sur la terre de votre héritage, de votre identité, cette richesse, etc. Donc, la première rencontre, on a fait ce survol historique pour essayer de montrer comment ça se fait que on a ce besoin de guérison de la mémoire au Québec parce que, d'abord, on a une histoire qui a été marquée notamment par la religion catholique et puis dans les 50 dernières années, qui est marquée par une rupture avec cet héritage très radicale, très forte. Qui, d'une certaine manière, était nécessaire, c'est-à-dire qu'il fallait moderniser le rapport entre la société et l'Église, c'était clair, mais au lieu d'une modernisation, ça a été fait comme une espèce d'éradication de l'influence chrétienne depuis la conscience personnelle jusqu'aux plus hautes sphères des décisions politiques et des orientations sociales. Alors, on a vu que, par exemple, la conquête britannique avait comme décapité notre petite société de Nouvelle-France qui était de 70 000 habitants. Et que, par conséquent, il nous manquait une tête, d'une certaine manière. Ensuite, il y a eu la crise des patriotes. C'est l'Église qui va être comme une marraine, qui va suppléer à cette absence de cette classe dirigeante. Et donc, elle va bien mener cette mission de marraine, mais ça s'est fait avec l'inconvénient majeur qu'à un moment donné, elle a pris trop de place dans notre société. Et c'est devenu étouffant dans le contexte de la modernité. Alors, bam, révolution tranquille comme une grosse crise d'adolescence où on remet tout en cause, puis on veut un nouveau rapport adulte entre l'Église et la société. Et c'était un réflexe qui était sain, sauf que cette crise d'adolescence, elle ne se termine pas, en fait, dans un âge adulte. L'âge adulte, c'est l'âge de la synthèse. Je me rappelle, j'avais vu un film qui s'appelle « Heureux naufrage ». Et puis, il y avait un philosophe qui s'appelle Comte Sponville qui raconte, je ne sais pas si on en a parlé dans le premier épisode. Non, mais j'ai vu l'heureux naufrage et voilà, j'ai été marquée aussi par Comte Sponville. Il raconte que quand il était jeune, il a envoyé balader tout l'héritage de ses parents. Puis après ça, il y a eu des enfants. Puis il s'est dit, mais avec quelle valeur je vais les éduquer? Et puis il s'est dit, je veux prendre les valeurs de mes parents. Évidemment, il les a mis à jour, il les a épurés de certains éléments obsolètes, puis a intégré ce que lui avait. Mais c'est ça l'âge adulte. On fait une synthèse, au fond, de ce qu'il y avait de bon dans l'héritage de nos parents, mais puis on a fait le tri de ce qui était plus pertinent, puis on a intégré ce que la modernité apporte de nouveau, et c'est ça la belle synthèse. Mais au Québec, on n'entre pas dans cet âge. On est toujours dans une posture de réaction très forte, et c'est impressionnant. Donc, le deuxième volet, aujourd'hui, on va parler comment est-ce que, justement, ce rapport au passé, il est vraiment blessé, puis c'est pas juste un problème québécois, c'est un problème occidental. Okay. Et c'est Jean Sévillia, un journaliste français, qui a bien décrypté ce problème de vision du passé. Ça va être aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt négatif, parce qu'il faut qu'on démontre
il faut qu'on change nos lunettes. On essaie de les corriger pour faire ça. Puis dans le troisième volet, ce sera beaucoup plus positif. On parlera justement d'une mémoire heureuse. Et on va faire cette lecture pour nous enthousiasmer puis nous redonner une fierté de notre histoire, de notre culture, de notre identité. Donc, Jean Sévilla, il parle de l'historiquement correct comme quelque chose qui justifie le politiquement correct. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des idéologies qui dominent, comme le multiculturalisme, le woke, etc., puis il se justifie par une lecture du passé. Et Jean Sévilla dit qu'il y a trois caractéristiques d'abord c'est comme trois essieux sur lesquels roule l'historiquement correct. Le premier, c'est l'anachronisme. Le deuxième, le manichéisme. Et le troisième, c'est l'omission. Alors, je vais les décliner maintenant. Donc, l'anachronisme, c'est une chose assez évidente, mais on tombe tous dans ce piège-là. C'est qu'on fait une lecture postmoderne, par exemple, du Moyen Âge. Alors, on va dire, l'Inquisition, c'était des procès, des tortures, des bûchers, etc. Il y a une espèce de caricature, etc. Ça devient presque un slogan des fois, c'est ça? C'est ça. Ça devient vraiment un mythe, c'est-à-dire c'est une image qui est très ancrée. Mais Jean Sévilla nous apprend qu'au Moyen Âge, en fait, l'Inquisition avait une certaine popularité, était assez bien, parce qu'il faut comprendre que le Moyen Âge, par exemple, c'était une société théocentrique et communautaire, c'est-à-dire centrée sur Dieu, sur l'au-delà, etc. Et puis, c'était une société où l'individu était au service de la communauté. Et dans ce monde-là, le christianisme orthodoxe, le catholicisme, c'était le socle. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la démocratie, les droits de l'homme. Une société qui est laïque et non pas centrée sur Dieu. C'est ça. Et ce que je veux dire, c'est que nous aussi, aujourd'hui, on a le béton de notre civilisation. Puis si quelqu'un attaque ça, on dit c'est un terroriste. Parce que c'est des valeurs. On ébranle l'ordre social, donc on va se dresser contre ça. Mais c'est ça que faisait l'Inquisition. C'est pour ça que ça avait une certaine faveur populaire, parce que c'était la défense d'un ordre social. Alors, on peut discuter aujourd'hui, trouver que c'est bête et tout ça, mais c'était comme ça, puis ça l'a été pendant des siècles. Donc, il ne s'agit pas, puis on n'a aucune nostalgie de l'Inquisition, on n'a pas envie de retourner. Non. En fait, ça a été... vous savez que l'Inquisition a inventé le jury. Ça, c'est des choses étonnantes. Ah oui, parce qu'avant les jugements qui se faisaient en cours, il y avait un juge. Mais pour échapper à l'arbitraire d'un seul homme, on a créé des jurys, c'est-à-dire plusieurs jurés qui délibèrent sur la culpabilité ou non de l'accusé. Ça, c'est un acquis de l'Inquisition. Mais ça, on ne le dit jamais, mais vous voyez, c'est des choses intéressantes qui nous montrent, qu'est-ce que c'était dans le contexte. Puis aujourd'hui, au Québec, ou plutôt dans le contexte québécois, il y a une chose qui nous obsède, c'était la pression qu'on a mise sur les femmes pour la famille. Quelle horreur! Puis on juge ça avec notre mentalité individualiste d'aujourd'hui. Alors, il ne s'agit pas, encore une fois, de dire que c'était bien, mais je lisais là, chez deux sociologues, Montminy et Lemieux, là, qui ont enseigné à l'Université Laval, qui disaient, mais il dit, on fait une lecture, mais il dit, dans ces sociétés rurales, les grandes familles, c'était une richesse. C'était de la main-d'œuvre. Oui, c'était des bouches à nourrir. Et puis, on est dans le contexte aussi d'un Québec qui est assiégé par le monde anglo-protestant et dont la stratégie de survie, qui vient beaucoup du clergé, c'est d'occuper la terre puis de faire des enfants. Alors, encore une fois, on peut discuter de la pertinence de cette stratégie-là, mais on peut reconnaître qu'elle a fonctionné. Moi, je viens de famille catholique, puis quand je regarde dans mon arbre généalogique, c'est pas des familles de 12, là. Oui, pas forcément. Ma mère a 2 sœurs, ma grand-mère, il n'était pas 12, dans la famille, il était 5. Fait que, tu sais, quand on remonte, c'est pas nécessairement toutes les familles du Québec, là, qui étaient énormes. C'est sûr qu'on était peut-être plus dans un secteur urbain, nous, là. C'est ça. Puis d'ailleurs, on a cette vision, je ne sais pas si on en a parlé dans le premier épisode, mais du Québec, par exemple, de Duplessis, qui était rural avec des familles. C'est complètement faux. Le Québec, depuis le début du 20e siècle, il est surtout urbain. Donc, c'est avec des familles plus réduites, etc. Mais à l'époque où le Québec était plus rural, les grandes familles, c'était une richesse. Donc, le clergé était au service de cette vision-là. Voilà. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de justifier des choses, mais il faut les remettre. On est dans une société qui est assiégée, une société communautaire, théocratique, qui est un peu médiévale, on l'a dit d'une certaine manière. Et c'est avec ces valeurs-là qu'on prenait les choix de société. Alors, quand on fait, il faut faire très attention avec notre jugement d'aujourd'hui, de le plaquer immédiatement. Comme ça crée
des distorsions. L'autre, pardon. Oui, non, mais j'allais dire que parfois, tu sais, on regarde l'histoire, puis on n'a pas le temps de voir tous les détails de l'histoire. Ouais. Fait qu'on lit les grandes lignes. On apprend aussi parfois les grandes lignes par des documentaires, par ce qu'on a appris à l'école, mais tout le relief, la richesse de l'histoire, on n'y a pas nécessairement toujours accès facilement. C'est ça. On ne sait pas toujours, puis peut-être moi la première, je ne saurais pas où aller chercher toutes ces informations-là, ce que vous disiez, par exemple, sur le jury au Moyen Âge, j'avais jamais entendu ça, tu sais. Fait que c'est du relief auquel j'ai pas eu accès, puis c'est vraiment intéressant de le revisiter avec vous. Donc là, notre deuxième volet, c'est ça? Oui, c'est ça. Deuxième essieu? C'est la vision binaire ou manichéenne. Manichéenne, c'est noir-blanc, c'est bien, mal, etc. Je me rappelle avoir lu dans un journal un grand sociologue québécois, je ne nommerai pas, qui est très connu. Il disait, il commençait son article, « Après quelques grandes difficultés, le Québec est entré avec la Révolution tranquille dans un essor formidable. Ouais, vous analysez cette phrase-là, vous apercevez qu'en fait, il y a deux mensonges énormes. Le premier, c'est de réduire 350 ans d'histoire à quelques difficultés. Oui, oui. Et ensuite, un essor formidable, c'est-à-dire que comme si on était rentré dans un âge d'or, que maintenant on a réglé tous les problèmes du passé. Oui. Et puis, vous voyez cette espèce d'arrogance intellectuelle qu'il y a dans cette vision-là. Et il faut d'autant plus se glorifier qu'on va noircir. C'est vraiment ça. Fait qu'au Québec, c'est grande noirceur, révolution tranquille. Et la révolution tranquille va être d'autant plus brillante que la grande noirceur a été profondément noire. Et c'est tellement réducteur, mais on tombe facilement dans le piège de cette lecture binaire. Puis c'est pas facile d'en sortir. C'est comme si on veut écraser l'autre, en fait, pour se glorifier, ou en tout cas, glorifier notre époque, là. On le personnalisera pas, mais c'est vraiment, on va écraser ce qui s'est fait avant sans penser qu'il y a eu des bonnes choses, là. Oui, c'est ça. Fait qu'on va voir un petit peu aussi quel est le ressort derrière ça. Puis le troisième caractéristique de l'historiquement correct, c'est l'omission. C'est-à-dire que Jean Sévillier, il prend l'exemple du colonialisme. Tu vois, la colonisation. Par exemple, la France a colonisé le Vietnam, le Cambodge, a colonisé l'Algérie. Puis on dit, ben oui, c'était arrogant, on a exploité les populations, on les a humiliées. Ben, c'est vrai. Mais la colonisation aussi, ça a été le développement des pays. Il y a eu des développements économiques. Quand l'Algérie va devenir indépendante dans les années 60, les écoles françaises et religieuses sont remplies d'Algériens qui ont formé les élites qui ont en fait entrer l'Algérie dans l'âge adulte de la vie politique, si tu veux. Ouais. Donc, il ne s'agit pas de dire de masquer les abus, puis il fallait sortir de ce colonialisme, mais il n'a pas fait que des mauvaises choses. Ben, l'omission, ben, c'est qu'on voile complètement ça, puis donc le colonialisme, c'est tout mal. Voilà, donc c'est un petit peu les trois essieux là, de l'anachronisme. Le manichéisme, la lecture binaire, et puis la lecture avec omission. Donc, vous aviez parlé de 3 essieux, mais vous nous avez aussi dit qu'il y avait des ressorts qui venaient avec ces essieux-là. Ça marche sur des springs. Alors, quels sont les springs dans les ressorts? Là, derrière ça, il y a quelques mythes ou comment je dirais, des structures de la pensée qui sont encore plus profonds dans cette affaire-là, puis qu'il faut mettre en lumière. Et Jean Sévillier parle d'abord du mythe du progrès. C'est-à-dire que le mythe du progrès, c'est de dire que l'avenir est forcément meilleur et que le passé était pire. Donc, pour progresser, il faut s'affranchir du passé le plus possible. Il faut procéder par rupture au lieu de procéder par évolution. Et un jour, je lisais un article d'un journaliste québécois qui racontait, il parlait de la censure à l'époque de Duplessis, parce qu'à l'époque de Duplessis, puis même avant, l'Église, puis aussi l'autorité civile censuraient les films qui étaient idéologiquement trop à gauche ou sexuellement trop explicites, etc. Donc, il dit en 50 ans, il dit, quel incroyable progrès on a fait, sous-entendu de liberté, de libération. Mais quand on regarde aujourd'hui, on est pogné avec le problème
je dirais, du déluge pornographique. L'hypersexualisation des jeunes filles. Il y a des gens maintenant qui vont dénoncer ça aussi, là. Ouais. C'est ça, c'est qu'on s'imagine, parce qu'on a fait sauter des carcans, qu'on est devenu libre. Il n'y a pas eu d'éducation à la liberté. On a simplement dit, on va faire sauter les vieilles catégories du passé et forcément, on va être plus brillant, on va être plus libre. Mais on a créé des nouvelles servitudes. On est passé c'est vraiment le mouvement du balancier, hein, d'un côté à l'autre. On passe d'un extrême à l'autre. Comment on fait pour revenir au centre de ça? Parce qu'on ne veut pas retourner au paternalisme où justement on était infantilisé puis on nous disait ce qui était bien et ce qui était mal. Mais il ne faut pas s'imaginer que c'est automatique parce qu'on a rompu avec le passé qu'on progresse fort. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le mythe du progrès. Puis c'est très important de montrer qu'une société évolue pas par rupture, mais par évolution et par purification, encore une fois, des éléments obsolètes du passé, puis en adjoignant des choses nouvelles. Puis il y a une autre attitude de l'esprit qui est très profonde, et moi, je suis vraiment impressionné par ça, avec l'idéologie woke et multiculturelle, c'est la culpabilisation. C'est-à-dire que, et puis Jean Sévilla, il montre cette chose qui est assez étonnante, il dit, c'est que cette culpabilisation, elle est comme héréditaire, c'est-à-dire, parce que tu es blanc, tu es coupable. Mm-hmm. Je veux dire, moi, je ne suis pas coupable de ce que mes ancêtres ont fait. S'ils ont été esclavagistes, c'est pas moi qui ai fait ça. Et à l'inverse, la victimisation est héréditaire. Si tu es noir, tu es victime. Si tu es amérindien, homosexuel ou une femme, ben, tu es forcément dans le clan des victimes, tu sais. Ah, mais pourquoi est-ce que ça se ferait automatiquement comme le péché originel là, qui se transmet? On voit qu'on est encore, comme vous disiez, dans la polarisation, là. Oui. Ouais. Ah, ouais, c'est ça. Alors, cette culpabilisation, et c'est assez impressionnant parce qu'au fond, c'est le grand reproche qu'on a fait à l'Église, un des grands reproches, c'est d'utiliser la culpabilité, puis l'enfer, la menace de l'enfer, ce qu'on a appelé le contrôle des consciences, qui a quand même été une réalité il faut le reconnaître, si vous voulez. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on pense qu'on s'est affranchi de cette espèce de tutelle, mais en fait, c'est le même ressort. C'est toujours la même chose. Tu es coupable. Alors, toujours cette culpabilisation de dire, ben, nous, les Blancs, non, historiquement, c'est farfelu, en fait, mais ça joue toujours sur le même ressort. Et c'est impressionnant de voir comment tout le monde plie le genou devant cette logique de la culpabilisation. Et puis, le dernier ressort, qui n'est pas le moindre, puis qui nous touche, nous chrétiens, c'est le procès perpétuel qu'on fait de l'Église depuis la crise protestante, les Lumières, le marxisme, les années 60, puis maintenant le multiculturalisme, l'idéologie woke. C'est de la faute de l'Église. L'Église, et puis au Québec, c'est Louis O'Neill qui disait ça. Louis O'Neill, c'est un ancien ministre du cabinet de l'évêque, puis professeur de l'éthique sociale à l'Université Laval, qui est aujourd'hui décédé, mais qui disait, on a fait vraiment au Québec un procès de l'Église sans appel, c'est-à-dire unilatéral, sans qu'on puisse vraiment se défendre. Et donc, l'Église est continuellement attaquée dans son rôle historique et on n'est pas capable de voir. Et ici, au Québec, c'est très grave parce que quand on regarde ce qui s'est passé, je lisais récemment un livre qui s'appelle « Brève histoire des idées au Québec ». C'est un livre très intéressant, avec beaucoup d'informations. Mais au fond, la ligne idéologique est très claire, c'est qu'il y a eu deux oppressions, les Britanniques et l'Église catholique, et l'émancipation québécoise s'est faite quand on s'est affranchi de ces deux. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on existe, nous, les Québécois? Bien, ce n'est pas les mousquets des patriotes, puis ce n'est pas les discours de Papineau, c'est la famille, les paroisses, les campagnes développées, les écoles tenues par les religieux, les institutions de santé, tout ce réseau humain qui, de génération à génération, a fait vivre, a transmis la langue française et les valeurs de l'Évangile, c'est ça qui fait qu'on existe aujourd'hui. Alors, de continuellement taper, et ça, au Québec, c'est impressionnant, c'est pire que dans les autres pays européens. Dans tous les discours intellectuels qu'on entend dans les domaines de sciences humaines, c'est toujours de bon ton de taper et de cracher sur l'Église. Mais le problème, c'est que l'Église, c'est nous, les Québécois.
Oui, puis on n'est pas parfait comme être humain, on n'a pas été parfait comme Église, mais on n'a pas que des mauvais coups dans une vie, là. C'est ça. Puis le problème, ça fait partie de nos gènes aussi. C'est dans notre ADN, le catholicisme. Donc, si on crache sur ça, quelque part, on se crache sur nous-mêmes. Et si on se coupe de ça, on se coupe de nous-mêmes. Donc, on va voir dans le prochain épisode comment est-ce qu'on peut corriger cette déviation, là, ce dérapage de l'historiquement correct qui nous fait lire de manière anachronique, binaire, et puis appuyé sur le mythe du progrès, la culpabilisation, le procès de l'Église. Et c'est pas pour passer d'une légende noire à une légende dorée. Vous voyez, c'est pas ça la guérison de la mémoire. On va pas dire, ben non, c'était génial, puis il faut retourner à ce que c'était avant, certainement pas. Comme j'aime dire, moi, je suis un nostalgique de l'avenir. Je rêve d'un avenir qui n'est pas en rupture avec le passé, mais je ne rêve pas du tout du passé. Je veux dire, le catholicisme que mes parents ont connu, je n'en ai pas de nostalgie vraiment. Je suis très contente de la forme qu'il a actuelle, modernisée, rafraîchie, simplifiée, je trouve. Donc, voilà. Alors, ça va être le troisième volet. On va voir comment on a de quoi être fier dans notre histoire. Il y a des figures historiques extraordinaires. Puis aussi, on va voir comment, et puis des grands acquis de notre société, qui fait que le Québec est ce qu'il est, une société vraiment originale en Amérique du Nord, française, puis qui est quand même habitée par des valeurs évangéliques. Puis on va voir aussi quels sont des moyens pratiques qu'on propose pour un petit peu comme reconstruire ce pont qui a été brisé, celui de la transmission de cet héritage. Et voilà, on va parler de ça donc la prochaine fois. Alors, je sens une sorte d'élan, là. Aujourd'hui, on a vu un aspect plus malheureux, puis là, on va aller vers l'espérance, vers l'aspect heureux, puis comment réunifier tout ça dans notre vie pour guérir, justement. Ouais. Alors, bien, merci beaucoup, Père Martin Lagacé, pour ce deuxième volet sur la guérison de la mémoire. Et puis, bien, nous, on va se retrouver pour un troisième volet sous peu. Alors, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.